Bonsoir, nous sommes le lundi 21 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Pascal Thévenot élu député de la 2e circonscription des Yvelines avec 72,25% des suffrages. Le candidat Les Républicains soutenu par l'UDI et le MoDem s'est largement imposé face à Tristan Jacques, candidat du Parti Socialiste. Il est notre invité ce soir. Réaction et analyse dans ce journal. Aujourd'hui, lundi 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, une journée pour sensibiliser le public à cette maladie. Pour nous en parler, Christian Lecoq, président de l'antenne départementale des Yvelines de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, ouverte à Montigny-le-Bretonneux il y a un an. Et enfin, l'hôpital des Nounours a ouvert ses portes pendant 2 jours à Vélizy et à Versailles. Sur place, des nounoursologues ont ausculté plus d'une centaine de patients en peluche accompagnés de leurs propriétaires. Destinée aux enfants, cette opération fait découvrir le milieu de la santé de façon pédagogique et ludique. Reportage à suivre. Et samedi 19 mars, la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie s'est tenue dans toute la France. À Guyancourt, le maire François Deligné a donné rendez-vous devant le monument aux morts de la ville. Le président de l'association républicaine des anciens combattants de Guyancourt et le président de la FNACA de Guyancourt étaient également présents. Une minute de silence a été observée. Cette date du 19 mars a été instaurée sur une proposition du gouvernement de Lionel Jospin de 2002, mais elle n'a abouti qu'en 2012. Elle symbolise le cessez-le-feu de la guerre au lendemain des accords d'Évian. Aujourd'hui, elle divise. La droite estime qu'il s'agit d'un déni de vérité, soulignant le massacre des Harkis survenu après le cessez-le-feu. Pour le maire de Guyancourt, comme pour les associations, le 19 mars reste une date pleine de sens. Écoutez-le. Tous les 19 mars, à Guyancourt, nous avons cette commémoration depuis plusieurs décennies. Et donc sans aucune polémique artificielle sur la date, puisque ce sont les associations d'anciens combattants qui trouvent qu'effectivement cette date a du sens par rapport à l'histoire. L'objectif, c'est de commémorer le 19 mars à la mémoire de l'ensemble des victimes. Je dis bien de l'ensemble des victimes civiles et militaires. C'est une date pour nous, appelée du contingent, qui représente la fin de la guerre, la fin de tous les risques qu'on a courus là-bas. Le cessez-le-feu, ça signifiait maintenant on va pouvoir rentrer. Et ce soir, nous recevons en plateau Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay et élu ce week-end de la 2e circonscription des Yvelines aux élections législatives partielles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez largement remporté dimanche l'élection législative partielle dans la 2e circonscription des Yvelines qui vous opposait au second tour au candidat socialiste Tristan Jacques. Vous avez obtenu 72,25% des suffrages contre 27,75% pour votre adversaire. Vous vous attendiez à cette issue ? Non, je m'attendais à une issue favorable vu les éléments du premier tour, mais pas à autant d'électeurs qui nous aient fait confiance. On n'imaginait pas dépasser 70%. Alors selon vous, cette victoire, c'est dû au manque de popularité du Parti socialiste au gouvernement ? Oui, nul doute que le gouvernement est sanctionné à travers ça, mais c'est aussi une connaissance de la circonscription, un travail depuis 13 ans de Valérie Pécresse qui aussi a marqué les esprits. Et donc là, dans cette continuité, je pense que la dynamique a été à la fois sur le bilan de Valérie Pécresse, sur les engagements que j'ai pris, ma personnalité, et puis une sanction au gouvernement que l'on peut retrouver dans toutes nos rencontres avec les citoyens de la circonscription. Qu'est-ce qui a fait peut-être la différence, justement, dans votre campagne par rapport à ça ? C'est porter nos valeurs, en fait, pas avoir peur de soutenir l'emploi, de critiquer le gouvernement quand il le fallait, de porter aussi des messages sur l'innovation avec ma connaissance de l'entreprise, de l'emploi, de la formation. Et puis simplement d'aller à la rencontre en fait, des habitants de la circonscription. Et puis j'avais aussi, c'était un travail d'équipe, puisque tous les maires en fait, me soutenaient et m'accompagnaient en fait, dans cette réflexion et dans cette rencontre avec les habitants. Alors Tristan Jacques, votre adversaire qui était donc candidat pour le Parti socialiste a obtenu 27,75% des suffrages. On écoute tout de suite sa réaction. C'est une déception, une déception pour 2 points. Le premier, c'est la non-mobilisation de l'électorat, puisque uniquement 26% des électeurs se sont rendus aux urnes. Comme je disais déjà la semaine dernière, c'est vraiment l'échec de notre système démocratique qu'il faut vraiment commencer à le repenser en profondeur.
Après, c'est un échec pour le PS, hein, pour ma candidature, malgré le fait que j'ai pris mes distances, notamment sur la loi travail. Les électeurs n'ont pas été convaincus pour se rendre aux urnes pour m'apporter leur soutien. Alors Tristan Jacques est assez dur, il dresse un constat assez dur avec le Parti socialiste, forcément je pense que vous êtes d'accord. Ce que l'on retiendra de cette élection, c'est la victoire des candidats républicains, même dans les autres circonscriptions. C'est un signe pour la droite ? Oui, je pense que c'est un signe pour une espérance en fait pour 2017. Mais je pense que le constat en fait est à l'opposé de ce que dit Tristan Jacques. Je pense que si le gouvernement est sanctionné, c'est pas parce qu'il a porté la loi El Khomri, c'est simplement parce qu'il n'a pas de vision et parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Et s'ils avaient su accompagner et expliquer cette loi qui était améliorée, il y aurait sûrement eu la population qui aurait adhéré, puisqu'en fait, j'ai jamais eu de réflexion par rapport à donner de l'emploi. En fait, aujourd'hui, je pense que le Parti socialiste se trompe à vouloir protéger les salariés qui ne sont pas obligatoirement malmenés par cette loi, mais ils oublient tous les jeunes qui sont plutôt à la recherche d'un emploi qu'à le sauvegarder, et tous les chômeurs qui aimeraient bien accéder à l'emploi. Alors on reviendra justement sur cette loi en fin de notre entretien. Ce que l'on retiendra également de ces élections, c'est le très faible taux de participation, 26,12%, 73,88% d'abstention au total et 71,70% dans votre commune. Comment vous analysez ce phénomène ? En fait, c'est au départ surprenant, mais quand on analyse les chiffres de toutes les partielles, c'est la difficulté de mobiliser pour une partielle, puisque c'est pas vraiment médiatisé. Et je rencontrais encore entre les deux tours des Vélisiens qui n'avaient pas percuté sur le fait qu'il y ait une élection et qui, en écoutant les résultats, me félicitaient, mais s'excusaient de ne pas avoir voté au premier tour. Donc je pense que c'est toute la difficulté d'une partielle, sachant qu'après, en faisant une bonne campagne, on arrive à mobiliser. Et à Vélizy, 74% au bout de 2 ans de mandat. Je pense que ça montre qu'on est sur le bon chemin et qu'on doit continuer à mener nos projets et surtout à apaiser le climat qui était très tendu à l'époque. Ces élections quand même n'ont pas passionné les électeurs. Pourtant, on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse, qui est une personnalité importante sur notre territoire. En fait, on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse, oui, puisqu'en fait, depuis qu'elle est à la présidence de la région Île-de-France, tout le monde s'aperçoit que finalement il y a une région qui existe, puisqu'on parle des projets que mène Valérie Pécresse quasiment tous les jours dans les médias, mais on ne parle pas obligatoirement de cette partielle. Alors justement, est-ce que c'est une pression de plus pour vous de reprendre le siège de Valérie Pécresse ? Une pression, non, mais un challenge, une responsabilité, certes, puisque elle a marqué de son passage par rapport à tous les projets. Elle avait commencé par le projet contre les puits de pétrole, et puis elle a permis aussi de développer toute la circonscription et puis de donner confiance aussi à ses électeurs et de travailler aussi en équipe avec tous les maires de la circonscription, tous les conseillers départementaux. Et je pense que oui, c'est un challenge à lever et la barre est assez haute, mais avec patience, je pense qu'on peut y arriver. Il vous reste finalement peu de temps, moins d'1 an à siéger. Comment ça va se passer ? Comment vous envisagez justement cette arrivée ? Il reste moins d'1 an, enfin un peu plus d'1 an, mais il est clair que là, le sujet de l'emploi va être... Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'attendre encore 1 an avant de se poser la question de pourquoi la France est le seul pays à ne pas trouver de croissance aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des sujets locaux. Il y a la ligne 18 qui va être un sujet immédiat. Il y a le manque de fibre numérique dans toute la vallée de Chevreuse, où on parle souvent de zone blanche, mais on oublie qu'à quelques kilomètres de Paris, finalement, on n'est pas mieux loti. Donc là, il y a aussi de beaux sujets locaux qui vont être apportés. Et je pense que cette année sera mise à profit pour pouvoir continuer la dynamique qui est actuellement la dynamique de la circonscription. Vous parliez de la loi de travail il y a quelques instants. Vous entrerez dès demain dans l'hémicycle. Vous allez poser votre première question d'actualité justement au gouvernement concernant cette loi El Khomri. Quelle position allez-vous adopter justement ? Qu'est-ce que vous allez essayer de faire ? Non, alors aujourd'hui, ma première question, oui, je vais y travailler en quittant le plateau. Reste à définir. Par contre, c'est clair que la loi El Khomri restera un sujet, mais j'ai bien peur qu'elle ait été totalement vidée de son sens et que finalement, on va peut-être plus en entendre parler et que ça devait être une loi qui devait redonner confiance aux chefs d'entreprise pour embaucher. Et là, en fait, c'est une loi qui se transforme en de nouvelles contraintes pour les PME. Mais il y a une mobilisation dans la rue. Finalement, c'est la rue qui a gagné face à cette loi ?
Je ne pense pas qu'il y ait une mobilisation dans la rue. Hein. Je pense que c'est plutôt, on s'aperçoit une déconnexion totale entre les élus du Parti socialiste qui siègent à l'Assemblée nationale et les citoyens qui sont prêts à voir évoluer les choses, à avoir de grandes réformes pour améliorer l'emploi dans notre pays. Vous êtes donc maire de Vélizy-Villacoublay, je le rappelle, vice-président de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, président de la société d'économie mixte de Vélizy, donc CEMIV, maintenant député de la 2e circonscription des Yvelines. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de cumuler les mandats, notamment je pense au groupe d'opposition de droite Ensemble pour Vélizy, qui s'interroge sur, je cite, le temps que vous allez consacrer à chacune de vos fonctions? En fait, c'est la seule critique qu'ils ont trouvée, donc à la rigueur, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à porter sur la politique menée sur Vélizy. Mais aujourd'hui, mais encore hier, pendant ma tournée du bureau de vote, les Vélysiens, quand ils me posaient une question, c'était surtout très fier que je sois député, mais que je reste maire, puisque c'est un mandat qui se complète. Et quand j'ai toujours mené avec passion mes mandats, et je continuerai à les mener avec passion et détermination. Et je pense que c'est plutôt une chance pour Vélizy, et c'est comme ça que le voient tous les Vélysiens. L'année prochaine, vous allez retravailler pour reprendre votre siège. Finalement, vous ne pourrez peut-être pas cumuler ces mandats-là. Comment ça va se dérouler dans ce cas-là? Non, je suis assez optimiste en fait, parce que quand on discute avec tous les élus, et là c'est transpartisan, je pense qu'il y a eu un dogme, mais ce n'est pas la seule voie qu'il faudra changer. Mais je pense que la vraie réforme en limite de cumul de mandats, c'est de limiter à un mandat national, un mandat local. Et je pense que c'est ce qui sera proposé l'année prochaine. Donc c'est complètement compatible selon vous? Oui. Très bien. Merci beaucoup Pascal Thévenot d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout autre sujet à présent, c'est une opération qui est en place depuis maintenant 10 ans. Elle est mise en place par l'ANEF et coordonnée par l'association Poème des étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'hôpital des Nounours a ouvert ses portes pendant 2 jours, le 15 et le 18 mars à Vélizy et à Versailles. Destinée aux enfants de grande section de maternelle, elle a pour objectif de faire découvrir le milieu de la santé de façon pédagogique et ludique grâce aux étudiants en médecine. Un reportage signé William L. C'est un hôpital un peu spécial, un hôpital qui ouvre une fois par an où les patients sont des peluches. Sabrina accompagne son nounours Petit Ours Brun qui a la grippe. Première étape, consultation avec un docteur pour le diagnostic. Je suis dans la salle des consultations et donc on s'occupe d'accueillir les enfants avec leur nounours et de leur demander le problème qu'ils ont, le prénom de leur nounours, leur prénom à eux aussi. Et on met un peu en marche le début des soins. Prise de température, prescription de médicaments, Petit Ours Brun aura même droit à un carnet de santé et une carte vitale avant de passer en salle de soins. Maintenant, monsieur le docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vu qu'il a la grippe, il a un peu de fièvre, il est un peu chaud. Du coup, ce qu'on va faire, on va lui mettre une compresse froide. Sabrina pourra même participer aux soins de son nounours comme un premier contact avec le monde des blouses blanches. Pourquoi il est là aujourd'hui? Parce qu'il a la grippe, parce qu'il y avait un petit peu de microbe qui est venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les docteurs avec toi? Et ils l'ont opéré. Ici, tout est prévu, bloc opératoire, dentiste ou radiographie. Aujourd'hui, ce sont 110 enfants de grande section de maternelle qui auront amené leur nounours pour une première sensibilisation qui profite à tout le monde. C'est surtout un peu une première sensibilisation parce qu'en 4e année, on a un stage obligatoire de pédiatrie. Donc on se retrouve confronté aux enfants auxquels on n'a pas forcément l'habitude de se comporter avec eux. Et du coup, l'hôpital des Nounours, c'est un peu une première approche pour nous, pour s'habituer. On leur rappelle, dès la consultation, on les prévient que ça se soigne très bien. Et à la fin du parcours, on leur rappelle que le nounours est soigné. Dans la salle d'attente, on revient les voir pour revérifier que le nounours soit bien soigné, leur rappeler. Et on retourne même dans les classes 2 semaines plus tard pour leur rappeler que leur nounours est soigné. Aujourd'hui, c'est une trentaine d'étudiants en médecine de seconde année qui ont opéré toute la journée dans un hôpital où chaque patient ressort guéri. Voilà. Aujourd'hui, lundi 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, Christian Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'antenne départementale des Yvelines de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, qui est à Montigny-le-Bretonneux. Cette journée vise donc à sensibiliser le grand public, car c'est encore une maladie méconnue. Oui, tout à fait, oui. Alors, une maladie méconnue, mais il y a quand même, je vais vous donner quelques chiffres, 500 000 personnes en France, 50 000, excusez-moi, 50 000 personnes en France, 500 000 en Europe et 5 millions dans le monde. Alors, vous avez ouvert l'antenne il y a 1 an. Voilà. Comment ça s'est passé depuis ? Alors, en 2014, on a ouvert l'antenne. Depuis, on a donc sollicité toutes les communes du 78
On va solliciter aussi les entreprises pour récupérer des subventions. Donc on a déjà récupéré des subventions en 2015 et donc on continue sur 2016 et les années qui suivent. Est-ce que vous avez du mal à mobiliser les communes ou les entreprises justement pour trouver des dons pour la recherche sur la trisomie 21 ? Oui, on a beaucoup de mal. Alors je vais encore vous redonner des chiffres. Sur le 78, on a envoyé 262 courriers pour toutes les communes du 78. Et sur les 262, il n'y en a que 50 qui ont répondu. Donc 2016 va être une relance sur les communes qui ne nous ont pas répondu. Et sur les 50, on n'a eu que 3 communes qui nous ont donné une subvention. Alors comment vous expliquez ça justement, que ce soit si difficile de mobiliser les gens sur cette maladie ? Aujourd'hui, c'était surtout les personnes concernées qui donnaient des dons ou des subventions. Et on s'aperçoit qu'au niveau des communes, ils ont beaucoup de mal à participer, à donner à cette pathologie. Alors, vous proposez des accueils, justement, les premiers mercredis du mois, c'est ça ? Les deuxièmes mercredis du mois, voilà. Donc, à Montigny, c'est de l'accompagnement aux familles, c'est de l'information. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, c'est de l'aide et de l'accompagnement aux familles concernées. Et donc, c'est le deuxième mercredi du mois, 15 allées des Épines, à Montigny-le-Bretonneux. Donc, toutes les personnes qui veulent venir s'informer ou avoir des renseignements, surtout, n'hésitez pas à venir. Alors, vous rencontrez peut-être des familles qui sont en détresse, qui ne savent pas trop vers quelles institutions se tourner ? Voilà, et puis ils ont souvent un enfant handicapé, et donc ils ne savent pas pour le sommeil, ils ne savent pas pour certaines choses, et donc on arrive à leur donner le renseignement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'institutions ou peut-être de choses vers lesquelles se tourner quand on a un enfant handicapé, victime de la trisomie, atteint de la trisomie 21, pour aider, pour faire les démarches ? Aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'association au niveau national qui est implantée à Paris, à Diderot. C'est là où on peut avoir beaucoup plus de renseignements concernant cette pathologie. Alors depuis que l'antenne a été créée en 2014, l'ouverture l'année dernière donc en 2015, vous avez des actions prévues ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire parler de vous et aussi sensibiliser les gens à cette maladie ? Alors, la sensibilisation, on l'a fait via le forum des associations à Montigny-le-Bretonneux. On participe aussi à la semaine du handicap, le dernier jour, pour donner des renseignements. On tient un stand. Au mois de juin, on va participer aussi à la semaine du handicap dans la ville des Mureaux, qui nous ont contactés. Donc, on va s'y déplacer pour donner des renseignements. Vous avez organisé également en octobre une soirée avec France Alzheimer Yvelines pour vous mutualiser les moyens, peut-être, faire plus parler de vous. Pourquoi justement avoir choisi cette association ? Alors, on a choisi l'association France Alzheimer Yvelines parce que entre cette maladie-là et donc la trisomie 21, il y a quelques gènes qui sont correspondants. Et donc, ils ont bien voulu accepter. Et donc, on organise une soirée festive. Et on a un buffet qui est proposé par le restaurant La Fontaine, qui est situé à Montigny-le-Bretonneux. Alors hier, donc, pour la journée mondiale, vous avez organisé à Montigny un événement afin de récolter des dons pour justement la recherche. Ce soir, vous avez également un autre événement qui est prévu. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Voilà, donc ce soir, il y a une conférence qui se situe à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux à 20h30. Et donc, c'est sur l'énergie. Et alors, pourquoi qu'on participe à cette conférence, c'est que une partie de la somme récoltée sera reversée à notre association. Donc il y a un tissu associatif qui est quand même très vivant et qui vous aide quand même sur Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup Christian Lecoq. Si vous voulez plus d'informations sur la recherche consacrée à la trisomie 21, regardez sur site internet afrt78.fr, vous y retrouverez toutes les informations. Merci beaucoup à vous et merci d'être venu en plateau pour répondre à nos questions. Merci.
Et on parle à présent de sport. Aujourd'hui, les questions du handball féminin. L'équipe de France des moins de 20 ans a remporté son ticket pour les championnats du monde de la catégorie. Les Bleuettes ont réalisé un sans faute dans le tournoi de qualification de plaisir en s'imposant contre la Slovénie, l'Israël et la Macédoine. Un reportage signé Mickaël Elmidoro et Camille Lambert. Les Yvelines ont vibré au rythme du handball féminin ce week-end. L'équipe de France des moins de 20 ans était à plaisir pour participer au tournoi international junior, une compétition qualificative pour les championnats du monde 2016 qui réunissait la Slovénie, la Macédoine et l'Israël. Après 2 victoires contre les Slovènes 30-29 et contre les Israéliens 44-16, la France jouait sa qualification contre la Macédoine ce dimanche. Un match qu'elles ont dominé de bout en bout, score final 33-21. Soulagée et contente parce que voilà, on a beaucoup travaillé. On était un peu en instabilité pendant 2 semaines et franchement on a retrouvé de la stabilité dans notre jeu et on est contente. Après je sais qu'on a encore beaucoup de boulot encore avant les mondiaux. Elles ont su répondre aux défis et on a, grâce à toute la préparation et à leur côté professionnel et leur discipline, on a réussi à dominer les Macédoniennes. Donc voilà, c'était la dernière étape. On savait que le plus dur ça serait les Slovènes, mais en cas de défaite on aurait été privé du mondial, donc on est vraiment très heureux. Avec cette première place du tournoi, les Bleus s'envoleront pour la Russie en juillet prochain pour tenter de remporter la couronne mondiale de la catégorie face aux meilleures nations internationales. Il y a des écuries beaucoup plus fortes que nous, mais il faut croire en ce qu'on propose et il faut rester à travailler et dans la discipline. Notre objectif, c'est rattraper les meilleurs parce que voilà, les années précédentes, on n'a pas fait des super résultats. Pendant les championnats d'Europe 2015, les Bleuettes avaient terminé à une peu glorieuse 9e place en Espagne. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, ou peut-être vous l'avez vue sur Internet. Samedi, Emma Cake-Up, une youtubeuse, était présente pour rencontrer ses fans dans le centre commercial de Vélizy 2. Mais l'événement ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle explique dans cette vidéo que vous voyez à l'écran. Cette jeune Yvelinoise qui totalise plus de 700 000 abonnés a été obligée d'écourter sa séance de dédicaces et de photos car les fans étaient trop nombreux. La sécurité n'était pas en mesure d'assurer le bon déroulement de l'événement. Quelques centaines de personnes étaient attendues alors que ce sont plus de 2000 fans qui sont venus rencontrer la youtubeuse. Elle s'est excusée pour l'incident provoqué. Et nous accueillons comme chaque lundi Sephora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Sephora. Bonsoir Flora. Sephora qui vient nous parler du dernier spectacle d'Angéline Préjlocage, Retour à Beratam. Oui, tout à fait. Alors 2 représentations, vendredi et samedi soir, avaient lieu au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, de Retour à Beratam, spectacle créé en 2015 pour les 30 ans de la compagnie d'Angelin Préjlocage. Alors Angelin Préjlocage, pour ceux qui ne le connaîtraient pas très bien, c'est tout simplement le chorégraphe français le plus joué dans le monde. Il chorégraphie notamment pour l'Opéra National de Paris et compte plus de 50 créations, aussi bien classiques que conceptuelles. Alors Angéline Préjlocage présentait les 4 saisons en 2006, Blanche-Neige en 2009, des ballets classiques et puis Ce que j'appelle l'oubli en 2012 et Les Nuits en 2013 qui sont des pièces plus contemporaines. Oui, tout à fait. Et puis donc avec sa création Ce que j'appelle l'oubli de 2012, il avait déjà souhaité marier le texte et la danse. Il renouvelle l'expérience avec Retour à Beratam, spectacle pour lequel il a commandé un texte à l'écrivain Laurent Mauvigné et sur scène s'harmonisent 11 danseurs et 3 comédiens. C'était un beau challenge en fait. Tout d'un coup essayer d'arriver à marier de manière extrêmement égale le texte et la danse en fait. Et de voir comment aussi un chorégraphe s'empare d'un texte aujourd'hui, comment un auteur accepte qu'un chorégraphe s'empare de son texte, etc., etc. Et puis c'est aussi une nouvelle manière de travailler. C'est pas du tout la même manière de travailler avec un metteur en scène ou avec un chorégraphe. Voilà, le rapport est totalement différent. Alors pouvez-vous nous en dire plus, Sephora, sur l'histoire de cette pièce, de ce ballet ? Oui, le texte de Mauvigné évoque le retour d'un jeune exilé dans sa ville d'origine, Beratam. La ville a été dévastée par la guerre civile et il recherche un temps perdu et une femme, son ancien amour Katia. On est vraiment confronté aux ravages de la guerre civile. Il y a une population meurtrie, c'est une tragédie épique. On retrouve vraiment la signature d'Angelin Préjlocage avec toujours cette volonté d'amener la violence sur scène et de provoquer, alors ici, une réflexion autour des endroits ravagés par le chaos dans l'histoire des 20 et
XXIe siècle et de façon plus générale autour de sujets sensibles. Alors vous disiez que cette création côtoie, donc le texte côtoie la danse. Comment se mêle ce travail artistique? Alors c'est vraiment un travail de complémentarité. Le texte ne doit pas prendre le pas sur la danse, mais au contraire le porter et lui prêter ses intentions. Ça va être la musicalité du spectacle qui, comme le disait très bien d'ailleurs Laurent Cazenave, n'est ni une comédie musicale ni un simple ballet. Donc le texte vient rythmer, donner vie et prêter ses intentions aux danseurs. C'est un travail d'écoute entre les comédiens et les danseurs. C'est un peu notre musique parce qu'il n'y a pas vraiment de musique, il y a plus une trame musicale derrière. Mais finalement, ça nous donne un rythme et tout de suite, ça nous plonge dans l'histoire très facilement. Et il faut être à l'écoute, beaucoup des comédiens. Il faut être conscient justement de leur musicalité vocale et de pouvoir appréhender justement ça, se dire ils sont un peu plus rapides, donc il faut qu'on va anticiper en se disant ça va être plus rapide ou plus lent, donc on va essayer de poser un peu plus les choses. Donc oui, c'est vraiment tandis que la musique, c'est un tempo, c'est un rythme. En général, chaque soir, ça sera pareil. C'est vrai que le travail a l'air singulier. En tout cas, ça donne envie de regarder. Vous avez bien un extrait à nous montrer, Sephora? Oui, bien sûr. Alors, un extrait de la présentation de cette création lors de sa présentation au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes en juillet dernier. On regarde. Des femmes sont arrivées. Elles maquillent le visage de Katia. Des hommes jouent de la musique et dansent autour d'elles. Deux autres femmes dessinent des arabesques sur ses mains. La guerre est finie! La guerre est finie, oui. Et il trinque. On entend les... Effectivement, ça donne envie. Merci beaucoup Sephora. Et on retrouve ce spectacle le 11 et le 12 avril dans les Yvelines à Rueil-Malmaison. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour l'actualité sportive avec le 7-8 Sport. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain et vous souhaite une très bonne soirée.